Salut les terriennes, salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. 5 terriens de choix avec nous ce soir. Mélanie Douté. Mélanie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes très en beauté, Mélanie. Merci. Comme quoi, Gilles Lelouch choisit mieux ses femmes que ses rôles. Oh, je suis pas du tout d'accord. Gilles est un super acteur, il fait des très bons choix. Bien entendu. Voilà. Jean Lassalle. Alors, Jean Lassalle, vous êtes député modem des Pyrénées-Atlantiques. Et la semaine dernière, vous avez bouclé une marche à travers toute la France pour aller à la rencontre des Français. 6000 kilomètres, dont 800 en moonwalk. Bravo. Stéphane Guillon. Alors, Stéphane, ça y est, vous êtes ici ce soir pour un film, ça y est. Les âmes de papier, le premier depuis votre départ de Salut les terriens. Je suis content. Merci. Je suis sincèrement content. J'ai eu peur quand vous avez raté le rôle du cocker dans Boule-et-Bill. Aurel San et Gringe. Bonsoir. Vous êtes rappeur, vous êtes blanc. Est-ce que vous avez d'autres points communs avec Pierre Sarkozy? En P3, après le zapping de Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Sylvain Favière, ancien militaire en Afghanistan, qui raconte les terribles effets du stress post-traumatique. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 20h25 avec les Gréments de Fortune. Mélanie Douté, rebonsoir. Bonsoir. Vous avez 35 ans. Oui, et vous êtes fière. actrice, comédienne. Vous avez été révélée par la série Clara Scheller avant de vous orienter vers le cinéma. Vous étiez sur le plateau du Débarquement hier soir sur Canal. Vous êtes à l'affiche du film Jamais le premier soir qui sort mercredi. Et vous êtes ici ce soir pour nous raconter, Mélanie, la séparation de Chouchou et Loulou. Bien sûr, merci de me poser la question. Bien sûr. Vous avez réussi à rester amie avec les deux? Je viens de faire un film avec Alexandra, qui est une femme géniale que j'adore. Et Ouais. j'ai fait Le Débarquement avec Jean, qui est un acteur génial Donc que vous êtes j'adore. restés amis avec tous les deux? Voilà. Mais finalement, Les Infidèles, c'est plus un documentaire qu'un film. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Merci. Voilà. Voilà. Comment va Gilles Lelouch? Il va bien. C'est vrai qu'il va avoir le César du meilleur ami de Jean Dujardin? Oh, c'est dur. Non, Ouais, non, carton. Je sais. Vous dites, Voilà. on me croit plus idiote que je ne suis. En fait, j'ai une certaine paresse, une sorte de timidité sociale qui fait qu'en jouant un peu la niaise, je ne suis pas obligé de répondre à tout. Oui, mais ça voudrait dire que je suis intelligente, alors... Ça veut dire que vous êtes maligne. Ouais. Vous connaissez la phrase Non. de Jean-Yann, passer pour un imbécile auprès d'un con est un plaisir de fin gourmet. Ah, c'est joli. D'accord, Guillaume. Alors, le film, c'est l'histoire de 3 amis, donc Alexandra Lamy, Julie Ferry et vous. Alors, Alexandra, elle, c'est l'éternelle loseuse en amour. Julie, c'est la femme qui s'emmerde dans son couple. Et vous êtes une espèce de semi-nympho qui couche avec son patron. Et pas qu'avec son patron. Moi, je suis le contraire du titre, en fait. Moi, c'est toujours le premier soir. C'est un rôle de composition, Mais totalement. Totalement. Merci de l'avoir remarqué. bien entendu. Et là, Alexandra tombe sur un livre d'épanouissement personnel intitulé « Le bonheur, ça s'apprend ». Vos vies vont changer. Ça devient délirant, là. Hein. Oui, ça devient délirant parce qu'elle fait pas les choses à moitié, le Ouais. personnage d'Alexandra. Donc elle s'engouffre là-dedans Ouais. et elle tombe dans le panneau du gourou, des bouquins, des règles à respecter pour être super heureux, super épanoui, super en forme. Voilà. Et elle nous traîne là-dedans et on essaye de l'en sortir. Le scénario est très rigolo parce qu'il ne se passe pas ce qu'on attend, donc c'est assez surprenant, c'est assez marrant. Ouais, il est très bien écrit. Il est écrit par Ouais. la réalisatrice qui est Mélissa Drijard, coécrit par Vincent Juillet. Et déjà, le scénario, il nous a fait marrer. Voilà. Et les gars aussi, parce qu'il y a des super beaux personnages de garçons. Ouais, c'est un film étonnant parce que Alexandra Lamy tombe amoureuse de Jean-Paul Rouve. C'est ça la magie du cinéma, en fait. C'est impossible, quoi. Non, non, et reconnaissez qu'il est sexy dans le film Jean-Paul. Oui. Il est sexy. Il y a Grégory Ah, mais Fitissi j'adore aussi, Jean-Paul. Pascal Demelon, Julien Boisselier qui a Ouais, pissé de ouais. rire. Et c'est produit par Dominique Farrugia. Tout à fait. Qu'on salue ici, voilà. On regarde à quoi ça ressemble. Je suis bête?
Et j'ai ce petit truc en plus qui me donne un charme fou. Je me suis dit que si vous compreniez ce qui a changé ma vie, vous seriez enfin rassurés. Ça y est, on est rassurés. On se casse? Bienvenue aux rencontres du Zen. Putain, il va être long ce week-end. J'ai quitté ma femme. Oh, c'est bien ça. C'est Julie. T'as vraiment une réaction hyper bourgeoise, toi. Mais ta gueule, t'as envie que t'achètes années 80. T'es hyper jolie. Oh, bah toi aussi. Tu me fais penser à un poney. Bonsoir. Bonsoir. Je suis désolée, hein, tu me fais chier. Pardon? Espèce de grosse connasse! Salope! Connasse! Mais Charles, t'es chez toi? Voilà, jamais le premier soir. Ça sort le 1er janvier. C'est très marrant. Franchement, Ah, merci. vous êtes très bien, toutes les trois. Alors, Mélanie, vu le thème du film, vous ne serez pas étonnée que nous fassions une interview par amour. Alors, Mélanie Douté, est-ce que par amour, vous pourriez arrêter de fumer, de boire ou de draguer? De fumer et de boire, c'est compliqué. Elle n'est pas prête à faire beaucoup d'efforts. Il n'y a pas d'amour. Alors, est-ce que par amour, vous pourriez vous afficher avec quelqu'un d'un âge différent, d'une couleur différente ou d'un sexe identique? Oui, Oui, les trois. les Ouais. trois en même temps. Est-ce que par amour, vous hébergeriez ses parents, son ex ou un terroriste? Non pour ses parents. Alors, vous apprenez, voilà, vous avez une rivale. Est-ce que vous seriez capable de partager, de pardonner ou de tuer? De pardonner. De pardonner, c'est bien. Pas de tuer. Non, non. Vous seriez prête, si vous le demandez, hein, à fréquenter les clubs échangistes? Il assouvit ses fantasmes. Il prend son pied, il a l'air de rien. C'est purement sexuel, son questionnaire. Non, je l'accompagnerai pas, non. Non, d'accord. Ok. Vous pourriez devenir, par amour, hein, musulmane intégriste, raélienne, médecin sans frontières ou snob. Une snob médecin sans frontières. Comme Kouchner, quoi. Voilà, exactement. Orelsan et Gringe, rebonsoir. Bonsoir. Alors, Orelsan, on vous a connu avec ça. T'es juste bonne à te faire péter le rectum. Même si tu disais des trucs intelligents, t'aurais l'air conne. Je te déteste, je veux que tu crèves lentement. Je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Voilà, bon, sale pute. Le scandale. Ségolène Royal a voulu vous faire déprogrammer des francopholies. Vous avez été soutenu par Frédéric Lefebvre. Être soutenu par Frédéric Lefebvre, pour un rappeur, c'est un peu la honte, quand même. Non? Horrible. C'était n'importe quoi. Ouais. Mais beaucoup d'artistes m'ont soutenu aussi et c'est là où j'étais plus... ça m'a plus fait plaisir, quoi. Alors, vous avez déclaré je fais ce que je veux dans mes chansons. Je ne renoncerai pas à la musique que j'ai envie de faire. Bien sûr, au-delà de la liberté d'expression, il y a la liberté de création. Bien Et sûr. c'est super important. Alors, votre maman, qui est institutrice, elle en a pensé quoi? Elle vous a mis très bien ou passable? Forcément, elle écoute pas Sale pute tous les matins, mais il y a d'autres chansons à moi qu'elle aime bien. Alors, justement, une mère institutrice, un père directeur de collège, des origines normandes, des études de management, vous êtes blanc. Ça fait pas mal de handicap hein, pour devenir rappeur, quand même. Évidemment, ma musique, elle va pas ressembler à celle de Tupac. Ouais. Mais du coup, non, ça va. Je pense que tant qu'on fait quelque chose, je sais pas, qui parle aux gens, qui communique des émotions, ça peut être n'importe quel style de musique. Ensuite, vous avez remporté 2 victoires de la musique avec votre 2e album. Vous revenez dans les bacs avec un disque intitulé Orelsan et Gringe sont les casseurs flotteurs. C'est les noms des 2 méchants dans Maman, j'ai raté l'avion. Déjà, on leur ressemblait un peu physiquement. Gringe, il est plutôt grand et maigre, et moi, j'étais plus petit et trapu à l'époque. Mais c'est marrant parce qu'on Ouais. attendait plutôt des références à Scarface. Ouais, on en parle dans l'album. Ouais. On dit qu'avec le recul, Tony Montana, il est bien à chier. Ou alors Maman, j'ai raté papa, ça aurait été bien. Alors, tous les deux, vous êtes originaires de Caen. Gringe, vous saviez qu'Aurélien rappait, mais vous ne le connaissiez pas. Et un jour, il a débarqué dans le magasin de skate où vous travaillez. En 1999, il vous a proposé de monter un groupe. Et là, vous vous êtes retrouvés dans un resto mexicain en face du magasin de skate.
Et vous dites, Orelsan, vu ce qu'il a commandé à manger, je savais qu'il avait le potentiel quand même. Hein. Il avait un costume de... Alors, c'est pas militaire, cambodgien, un truc un peu... Déjà, il était décalé. C'était la première fois que je mangeais au resto sans mes parents, je crois. Ouais. J'avais 17 ans, il m'a dit viens on va au resto. J'ai fait ah ouais on peut. Moi, c'est la première fois que j'invitais un mec au resto. Donc c'était... Alors, lequel a mangé du steak d'autruche en buvant du jus de cactus? Alors voilà, ça va avec le costume cambodgien. J'ai dû prendre un steak d'autruche et un jus de cactus et je me suis dit ce mec est fou. J'étais déjà sous le charme d'entrée, quoi. Alors, à part une mixtape, il aura fallu attendre 14 ans pour que vous sortiez un truc ensemble. Pendant ce temps-là, vous participiez à ses albums, à ses tournées. En fait, vous avez surtout vécu à ses crochets quand même. Ouais. Mais c'est complètement assumé. On était plusieurs à vivre au crochet d'oreille. C'est comme dans Entourage finalement. C'est ça. Ouais, c'est Entourage, mais sans les on va s'acheter des Lamborghini l'après-midi. D'accord. Alors, l'album est un buddy movie qui raconte 24 heures de deux losers. Chaque morceau est une scène dans le film de cette journée. On regarde à quoi ça ressemble. C'était une journée comme les autres. On fait quoi ce matin? Je sais pas, mais il est 15h. Hein. Abattu par la fatigue d'avoir rien branlé. Le projet c'était de rien foutre et j'ai aucun plan B. Ils avaient décidé de peaufiner leur chef-d'œuvre. Crête, mais l'instrument fort, on saigne du nez. J'ai pas dormi, je vois la vie derrière des verres fumés. L'alcool me fait aucun effet, je vais me perfuser. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je veux me faire sucer. Mais c'était sans compter sur leur producteur. Je reviens demain et je veux mon putain de single, ok? Ils allaient prendre leur destin en main. Comment j'ai faim? Oh putain, j'ai trop mal ici, bordel. Voilà, Orelsan et Gringe sont les casseurs flotteurs. C'est vachement bien, vraiment. Merci. C'est très autobiographique quand même, non? Ouais, carrément. Pour nous, en fait, c'est un album constitué il y a à peu près 4 ans, quand on vivait ensemble, quand il y avait beaucoup de potes à la baraque et quand on n'avait pas vraiment d'objectif, quoi. C'est quoi, Gringe, le pire moment de cette époque-là? Là où on se différencie avec Aurel, c'est c'est un mec toujours très actif, qui n'a pas l'air comme ça, mais qui fait toujours plein de trucs à la fois. Et moi, j'ai pas mal tendance à végéter et à m'installer là-dedans. Et ça a été ce truc d'oisiveté qui a un petit peu trop duré. À un moment, je me suis réveillé, les gens s'habillaient différemment. Là, j'ai loupé un truc. On habitait ensemble et des fois, j'ai des potes qui venaient à la maison, ils me disaient « Ouais, il fait quoi, Gringe? Il est en vacances et tout ?» Je disais « Bah non, il est dans sa chambre. » Et ils disaient « Mais ça fait 3 semaines qu'on vient et tout. » Il y avait une garde à vue, on appelait ça la garde à vue. Il me laissait des pizzas sous la porte et je sortais pas de ma chambre. Tu l'as mis au boulot, là? Ouais, c'est dur, même la promo et tout. Ouais. Alors, vous êtes un duo, maintenant? Ouais. Alors, qui est Stone, qui est Chardin dans le duo, là? On est tous les deux. Voilà. Tous les deux Stone. Stéphane Guillon. Rebonsoir. Bonsoir Thierry. Ça y est, vous êtes ici pour un film. Le premier depuis votre départ de Salut les Terriens. Waouh. Quand je repense à mes vannes pourries, j'ai honte. Lesquels? Quand je disais que vous aviez quitté SLT pour le cinéma, je vous demandais combien de films vous aviez vus, tout ça. Ouais. J'ai honte maintenant. Vous avez été mauvaise langue, Thierry. Je vous mettais des sampleurs comme ça. Oui. Sur l'écran noir de mes nuits blanches. C'est nul. C'est pas bien. Moi je J'ai honte, fais hein. du cinéma. J'ai pas assez cru en vous, finalement. Sans pognon et sans caméra. Et voilà. Non, en plus, vous êtes bien dans le film. Ah, c'est gentil ça. Non, c'est vrai. Oui. Non, c'est vrai. Et Il y a tout une le vanne monde derrière. Tout le monde le dit. Non, il n'y a pas de vanne. Il n'y a pas de vanne. Non, C'est un vrai compliment. Faites un mec triste qui écrit des oraisons funèbres. Oui, c'est totalement pour moi. Bah, avec votre regard de Droupi, c'était gagné. Hein. Dans ces films, il y a aussi Pierre Richard. Oui. Pierre Richard, 79 ans, qui continue à trébucher, à perdre l'équilibre, à renverser des objets. Enfin, sauf que maintenant, il ne le fait plus exprès. Hein. Alors là, détrompez-vous, Thierry, si cher vous Thierry, touchez à Pierre parce que Richard... Pierre Richard est capable de faire ce que ni vous ni moi ne pouvons faire. C'est un grand écart sans s'échauffer. Ah ouais. Il a une pêche, mais je nous souhaite de vieillir comme lui. Ah oui, j'espère Enfin, bien. surtout vous, je vous souhaite de vieillir comme lui. Alors, il y a aussi Julie Gaillet. Oui. Alors, Hollande adore le film, hein, il l'a recommandé en Conseil des ministres. Il adore aussi Julie Gaillet. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre Hollande et Julie Gaillet? Parce que on vous a vu l'autre jour au Grand Journal, on n'a pas bien compris ce qui s'est passé. Non, c'est pas moi, c'est Antoine Decaune qui a commencé. Bon, on va regarder quand même. Oui, hein. Je bah, préfère si qu'on vous voulez, regarde. Regardez, parce que moi, franchement, j'ai pas fait grand-chose. Vous avez soutenu la candidature de François Hollande au moment de l'élection présidentielle. Je voulais savoir où vous en êtes aujourd'hui. Si votre... Je pense qu'on arrive
pas loin du 31 décembre, allez vous inscrire, quoi. Allez vous inscrire pour voter. Pourquoi ça vous fait rire, Stéphane? Non, moi je... non, c'est quoi? Rien. Quoi? Non, c'est vous qui avez commencé. Mais non, c'est pas moi qui ai commencé. D'accord, ok. Il venait sur le tournage, il aime beaucoup le film. Et donc voilà, le président aime le film. Sa femme, beaucoup moins. Ouais, c'est moi. On a du mal à comprendre, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe rien. Non, vous savez bien qu'il y a une rumeur, quand même, qui court dans Paris sur des relations entre Hollande et Julie Gaillet. Donc, quand on voit ça, nous, on se demande ce qui se passe. Parce que si c'était vrai, on n'en plaisanterait pas. Oui. Ah, Voilà. quoique vous êtes assez malin pour en plaisanter. Non. Si j'étais au courant de quelque chose, j'aurais jamais plaisanté là-dessus. Ah oui? Bah ouais. Attendez, est-ce que Valérie Trierweiler est au courant? Elle déteste le film, c'est tout ce qu'on... Bon alors, Oui. la promo, Oui, donc ça alors. s'appelle Les âmes de papier de Vincent Lanoux. Alors, après la mort de votre femme, vous, qui êtes un romancier à succès, vous avez cessé de publier et vous gagnez votre vie en écrivant des oraisons funèbres. Vous êtes ami avec Pierre Richard, qui vit avec le fantôme de son frère disparu dans le ghetto de Varsovie. Et puis un jour, Julie Gaillet sonne à la porte. Après, il faut aller voir le film. Voilà. Mais sauf qu'après, il se passe des trucs Il se passe plein de incroyables. trucs incroyables. Ouais. C'est belge. Ah oui, c'est pour ça. belge. Alors, on peut regarder la bande-annonce quand même. Regardons la bande-annonce. Regardons. Voilà, c'est lui, c'est Nathan. Aïe, elle est pas mal. Oui, alors? Et toi, t'es tout maigre. Mais arrête avec ça, je suis maigre. Mon fils va avoir 8 ans et je voudrais lui offrir quelque chose de spécial. Tu veux venir à mon anniversaire demain? Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Il viendra. Tu lui donnes et tu lui dis que c'est un jouet magique. Genre... Si tu fais 3 vœux, ils seront exaucés. Ta maman, elle a plein d'amoureux, mais toi, t'es mieux. Alors d'abord tu bosses pour elle, et puis tu couches avec elle. Chouette. Voilà, Les âmes de papier, sorti le 25 décembre. Alors, il y a le cinéma, il y a le théâtre, jusqu'au 4 janvier, hein, la Société des loisirs au Petit Théâtre de Paris, avec Christiana Reali, Philippe Carrois, Lison Pennec. Alors, je suis allé le voir aussi, et je me suis régalé. Merci. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu votre heure de gloire, vous voyez ce que je veux dire? J'en profite. Attendez, on va profitez-en à fond. Allez-y. Avec qui? C'est rare, c'est rare. Alors Stéphane, tant que je vous tiens, vous ne serez pas étonné que je vous fasse une interview. Tire au pigeon. Nicolas Sarkozy. Très très bon en concert, mais il devrait se séparer de sa première partie, Carla Bruni. Marine Le Pen. Fascisme light. Ouais. Et comme les produits light sont encore plus nocifs que les autres, méfiance. Bernard-Henri Lévy. Philosophe marié à Barbie Casse-Noisette. Laurent Delahousse. Ah, ma fille me l'a réclamé pour Noël. Elle m'a dit, je veux Ken avec la moto et le 4x4. Ah. Et maintenant, Alessandra Sublet. Dans ses dîners, la nourriture est bien plus riche que sa conversation. Waouh! C'est pour me faire plaisir, ça. C'est pour vous faire plaisir. Carla Bruni. Non, je touche pas à Carla Bruni. Non. Ah oui. C'est déjà fait. Elsa Zilberstein. Elsa, totalement investie dans le redressement productif. Zaya. N'a pas de Picasso sur ses murs, mais on a eu un dans son lit. J'ai pas compris. Mais elle était avec Franck Ribéry. Ah putain, d'accord. Excuse-moi, j'ai pas Excuse-moi, fait, j'ai pas fait le lien. Non, mais elle est en 4 temps. mais- Elle est compliquée. c'est super. Elle est compliquée. Nabila. Nabila, on citera Sacha Guitry. Son sommeil est de loin ce qu'elle avait de plus profond. Votre mère. Ma mère, Oui. bonne écologiste. Ah oui. Ma mère, Noël, ma mère. Ah. Thierry Ardisson. Devrait s'inviter dans sa propre émission. Tout le monde en a parlé.
Ah là là! Qu'est-ce que c'est beau, ça. Jean Lassalle, rebonsoir. Bonsoir. Voilà. C'est comme ça. C'est l'hymne des Pyrénées. Ouais. C'est un hymne d'amour et d'espoir et qui dit quand ces montagnes s'abaisseront, eh bien, je pourrai retrouver l'espoir. Et aujourd'hui, on pourrait dire quand ces montagnes d'argent se seront abattues, je pourrai retrouver un futur. Et voilà. Alors Jean, vous êtes député modem des Pyrénées-Atlantiques. Vous vous êtes rendu célèbre en chantant à l'Assemblée nationale, puis en faisant une grève de la faim pour empêcher la délocalisation d'une usine de votre région, et ensuite en marchant 6000 kilomètres en France pour rencontrer les Français, pour discuter avec eux, pour les écouter. On regarde votre marche, Jean. But I'm out on the road again. I'm on the road again. Voilà Jean Lassalle, 6000 kilomètres en France. Jean, vous êtes sûr que c'était vraiment pour rencontrer les Français? C'était pas un pari perdu ou un truc comme ça? Non. Alors je vous assure que pour un pari perdu, je l'aurais jamais fait. Au bout de combien de temps on se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris d'avoir eu cette idée à la con? Un peu tous les matins, quand vous vous réveillez dans un lit différent, soit dans un hôtel, dans une chambre d'hôte, ou chez un ami qui était bien placé dans la ligne d'arrivée, parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop loin non plus, il ne faut pas faire des kilomètres inutiles. Tous les matins, vous vous êtes réveillé dans un lit différent? Oui. C'est DSK qui aurait dû faire ça. Oui, c'est une idée pour DSK. Le plus dur, ça a quand même été les premiers 5999 kilomètres, non? Oui. Vous savez, le plus difficile, je ne le savais pas, c'est maintenant d'arrêter. Parce que mon corps est en manque, j'ai mal partout, et je suis comme si j'étais passé dans un concasseur. Je pense qu'on crée des substances dans le corps, et puis quand j'ai plus ma dose de marche, ça va pas bien. Et alors, est-ce qu'en arrivant à Paris, vous avez été contrôlé positif? Je pense qu'en fait, personne n'a pensé au contrôle. Mais bon, quand je le pouvais, un ou deux petits whisky le soir. Mais c'est tout. Oui. Pas d'amphétamine, pas de PO. Un peu, je ne sais pas si on a le droit de le dire, ça, de l'effet Algan, un peu. Puis après, on m'a dit que... Je crois qu'on a le droit de le dire, parce que les gens ne vont pas se jeter dessus non plus. Je veux dire, on a d'autres trucs, hein. On a des choses plus... Alors, pendant le périple, vous avez rempli des cahiers de doléances, les doléances des Français, que vous apporterez à François Hollande en espérant qu'il ne sera pas trop occupé par sa passion de la serrurerie, qu'il aura le temps de vous écouter. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les Français? Écoutez, ils m'ont dit qu'ils nous détestaient, nous les politiques, que le pacte de confiance était définitivement brisé. Alors, sauf... Les maires passent à travers. Seulement, on a peur qu'ils disparaissent maintenant dans ces grandes intercommunalités. Et les gens des campagnes ont très peur que leur village disparaisse parce qu'ils disent on a déjà perdu l'instituteur, on a perdu le curé, on a perdu le médecin. Laissez-nous le maire, laissez-nous la République. Puis après, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit qu'ils ne se voyaient pas de futur. Ils n'avaient plus de destin partagé. Une professeure agrégée d'histoire à Amiens, que je qualifiais de citoyenne, a dit « Non, monsieur, je l'ai été passionnément, mais aujourd'hui, je fais partie de ces gens éparpillés aux quatre coins comme après le passage d'un tsunami. » Montée du racisme aussi, vous avez constaté ça? Effectivement, le changement de monde intervenu depuis 25 ans, crise économique et sociale, et aujourd'hui, crise de l'humain qui ne se retrouve plus, ou qui a beaucoup de mal à se retrouver ensemble, qui se recroquevillent. Et vous l'avez dit, cela entraîne
une expression raciste que je n'avais pas entendue tout au long de ma longue carrière, et même d'antisémitisme, et un vote assumé, extrême, au Front National, que je n'avais pas vu, y compris par des hommes ou des femmes qui portaient l'écharpe tricolore. Et maintenant que vous avez fait ça, est-ce que vous entrevoyez une solution? La solution, c'est que qui a été le grand absent des 25 dernières années qui ont passé au pays du peuple souverain? C'est le peuple. Et je crois qu'il faut trouver le moyen de changer de paradigme, transformer ce stress, cette peur de l'autre, parce que ça entraîne cela, en une volonté, un souffle de retravailler ensemble pour que le peuple joue le rôle du peuple souverain. Il faut remettre sur le tapis 3 ou 4 dossiers qui reviennent toujours. Qu'est-ce que c'est que cette dette? Pourquoi elle impacte à ce point sur toutes les politiques que vous mettez en œuvre? Vous nous enlevez toute capacité de pouvoir d'achat. Regardez dans quel état vous avez mis l'industrie. 500 000 emplois à terre en moins de 10 ans. Plus de paysans. Donc il faut, je crois, recréer les conditions, comment je dirais, d'un vivre ensemble que nous avons beaucoup négligé. Comment tu le trouves? Il est formidable, non? Il est admirable. Ah, moi, je le trouve formidable. S'ils étaient tous comme lui, ça serait belle lurette que les humoristes ne bosseraient plus du tout, quoi. Sam, tu trouves comment? C'est courageux. Après, c'est vrai que les conclusions que Jean en tire, pour nous, c'est des trucs assez logiques. Évidemment que les gens ne sont pas contents, qu'il y a des trucs à changer, qu'on ne sait pas comment faire. Après, c'est vrai que l'initiative est belle et si ça peut démarrer des choses. Ce plan symbolique, c'est merveilleux. Voilà, c'est ça. Gringe. Moi, je le trouve très sincère et c'est le premier truc qui m'impacte. On voit toujours les politiques un peu comme des gens dans des jeux de stratégie, c'est pour ça qu'on n'y croit pas trop. Enfin, en tout cas, pour les gens de ma génération, pour pas mal de gens de ma génération, c'est ça. Et je sais pas, monsieur Lassalle, il a l'air vraiment... c'est peut-être parce qu'il n'est pas avocat au départ. Peut-être ça. Je voulais juste savoir si la marche de monsieur Lassalle va donner un autre film avec Jamel Debbouze ou pas. C'est-à-dire, c'est pas la marche des beurs, c'est la marche du Béarnais. Voilà. Alors, Gringe, on vous libère. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Voilà, et bravo encore pour les casseurs flotteurs avec ton pote. On passe maintenant à l'actualité de la Terre avec Lévi Tolblaco. Et c'est Nathalie Chuc, grand reporter au Parisien, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto ce soir, le plan secret de Sarko. Depuis qu'Hollande l'a invité aux obsèques de Mandela, Sarko est de retour à la une de l'actualité. Il arrive du fond des temps, comme un soleil éblouissant. Officiellement, rien n'est encore décidé, mais selon Le Point, l'ancien président affirme en coulisses qu'il ne peut pas ne pas revenir. Pendant la campagne 2012, Sarkozy avait pourtant été très clair sur son futur en cas de défaite. Si vous perdez cette élection présidentielle, est-ce que vous arrêtez la politique? Oui. Alors bien sûr, si ça ne tenait qu'à lui, Sarkozy préférerait s'occuper tranquillement de sa petite Giulia et de sa grande Carla. Mais il a déjà prévenu Jean-Pierre Raffarin qu'il pourrait quand même être candidat en 2017. Si le pays avait besoin de lui, il serait là pour répondre à cette attente. À la bonne vôtre, le Beaujolais nouveau, c'est tous les ans, le Sarko nouveau, tous les 5 ans. En 2007, on a découvert un millésime parfumé aux valeurs de gauche. Oui, je me reconnais dans Jaurès, dans Blum. Tandis qu'en 2012, c'était une cuvée bleu-blanc-rouge, censée plaire à la clientèle du FN. Nous ne voulons pas des tribus et du vote des immigrés. Alors en 2017, quel goût aura le Sarko nouveau? Pour le savoir, il faudra attendre les élections européennes. Si le FN fait un meilleur score que l'UMP, Sarkozy pourra se présenter comme l'homme providentiel. Le chevalier blanc. Il pourrait alors prendre la tête d'une nouvelle coalition qui intégrerait l'UMP et l'UDI. L'avantage de créer un nouveau parti, c'est qu'il n'aurait pas à affronter Fillon, Copé ou Bertrand aux primaires de l'UMP prévues en 2016. Mais ce ne sera peut-être pas si simple. S'il veut revenir sur son engagement de ne plus être candidat, c'est son droit. Et dans ces conditions-là, il y aura un débat dans le cadre des primaires.
En attendant, son thème de campagne est déjà fixé. Pour que les Français retrouvent confiance en l'avenir, il veut réhabiliter l'idée de progrès. Rien de très original, puisque François Fillon a choisi exactement le même thème de campagne. Et moi, je veux que nous retrouvions le goût de croire au progrès. Malheureusement pour Fillon, quand on interroge les militants de l'UMP, 70% sont favorables au retour de Sarkozy. Alors, puisque c'est demandé si gentiment, comment voulez-vous qu'il refuse ? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Nathalie Chute, bonsoir. Vous êtes grand reporter au Parisien, notamment chargé de suivre l'actu élyséenne. Bienvenue parmi nous. Alors, le plan de secret de Sarko, mon cher Guillaume, vous vouliez savoir ce que c'était, eh ben, c'est de ressusciter le concept de progrès. Plus de droite, plus de gauche. Il y a ceux qui défendent le progrès et les autres, voilà. Et c'est la ligne Allègre, parce que Claude Allègre, que Sarkozy voit beaucoup, ben pour lui, la gauche, sous la pression des écologistes, a perdu l'idée de progrès. C'est à peu près ça, non ? Oui, ça fait partie un peu des concepts que Nicolas Sarkozy touille depuis un an. En fait, il est en pleine maturation intellectuelle, il réfléchit, il essaie de trouver le bon cheval pour revenir, l'idée qui va lui permettre de revenir au premier plan. Mais il cogite, il réfléchit, et il ne faut pas se tromper. Sarkozy, c'est quand même un animal politique qui a une colonne vertébrale très souple. Et je pense qu'en 2017, il va essayer de revenir sur quelque chose de très au-dessus des partis, transcender tous les clivages partisans. C'est ce qu'il dit aujourd'hui, la gauche, la droite, ça ne veut plus rien dire, moi je vais être au-dessus des partis. Il a plus ou moins fait avec l'ouverture déjà, quand il a pris des ministres de gauche. Oui, c'est pas pareil. Il a déjà joué un peu mais l'ouverture. c'était vraiment présenté comme du débauchage, en fait. Au final, on s'est rendu compte que c'était vraiment ça aujourd'hui. La prise de guerre, oui. Exactement. Aujourd'hui, il considère qu'il n'est plus le candidat d'un clan, ni de l'UMP, ni de l'UDI. D'ailleurs, il dit lui-même, je ne veux pas recréer un parti, moi je veux être au-dessus des partis. C'est-à-dire qu'il considère qu'il a été président de tous les Français et que s'il revient, il est forcément là pour faire don de son corps à la France, en gros, quoi. Comme le maréchal. C'est ça. C'est pas mal, non? C'est du marketing, c'est pas de la politique. C'est du marketing. Mais de toute façon, à mon avis, c'est pour ça qu'il est à je ne sais plus combien de pourcents dans l'opinion, on se berlusconise. C'est-à-dire que les Français, c'est une star académie, c'est-à-dire que les Français sont fans de Sarkozy, parce qu'il y a le reportage Sarkozy intime, parce qu'on le voit dans Match et dans Gala régulièrement. C'est exactement le même principe que Berlusconi, c'est ça. Il fait rire tout le monde, en plus là, il se balade toujours col ouvert avec la petite barbe de 3 jours, très sympathique comme ça. Les gens l'adorent, mais ce qui est extraordinaire, c'est que les gens ont oublié à quel point Sarkozy était impopulaire. On n'en pouvait plus. À la fin, les gens n'en pouvaient plus. Et là, on nous présente un Sarkozy tout neuf. Les Français sont passés de Pétain à De Gaulle en 15 jours, en 45. Oui. Jean, qu'est-ce que les Français que vous avez rencontrés pensent réellement de Nicolas Sarkozy? En fait, il y a deux choses qui ont cassé la confiance, m'ont-ils dit plusieurs fois. Sarkozy n'avait pas le droit de dire oui. Là où nous avions dit non, il s'agissait de l'Europe. Et d'ailleurs, l'Europe a pris très mal. Sans compter que Nicolas Sarkozy, a quand même libéré une partie désinhibée, une forme de langage. Et l'ensemble fait qu'aujourd'hui, personne ne m'a dit, mais ça va être Sarkozy qui va succéder à Hollande, pas plus qu'un autre. Or, ils auraient envie Ils cherchent l'homme providentiel, mais c'est pas sûr que ça soit Sarkozy. L'homme qui soit de nouveau capable de recréer une histoire, d'écrire une histoire avec eux. Mais c'est intéressant ce que dit Jean Lassalle, parce que ça, c'est quelque chose que Nicolas Sarkozy a parfaitement compris. En fait, il voit toujours autant ses spin doctors, il les consulte, et ce que ces spin doctors lui disent en ce moment, c'est que, au fond, les Français ne croient plus à la politique, ils sont persuadés que les politiques n'ont pas de pouvoir. Ils ne cherchent pas quelqu'un qui soit enfermé dans un parti, ils cherchent quelqu'un qui soit capable de les emmener, et ça, c'est quelque chose qu'il a capté. Il sait très bien que l'élection de 2017, elle se fera en partie sur les abstentionnistes. Vous savez, ces 2 millions de bulletins blancs et nuls qui n'ont pas voté en 2012, en fait, lui, considère que sa défaite, elle était là, que c'est pour ça qu'il a perdu. Et pourquoi est-ce qu'il est aussi populaire aujourd'hui? C'est que Sarkozy a plutôt réussi sa sortie, le 6 mai. Vous vous souvenez du 8 mai, quand il invite François Hollande sur les Champs-Élysées, il est très présidentiel. D'ailleurs, tous ses proches disent, mais pourquoi il n'a pas été comme ça pendant 5 ans? Il aurait été réélu, c'est pas possible. Et pourquoi il est populaire aujourd'hui? Parce qu'il a une stratégie de la carte postale qu'il envoie tous les 2-3 mois, comme ça, hop, regardez, je suis là, et à chaque fois super clean, très présidentiel. Regardez, avec François Hollande dans le stade de Soweto, copains comme cochons, on les a presque vus complices en fait au fond, et on se dit finalement il est pas mauvais, et pourquoi pas. Et effectivement la mémoire, le casse-toi pauvre con, le Sarkozy très clivant, l'homme du happening permanent, tout ça, ça a un petit peu disparu des esprits. En fait, quand je vois Sarkozy, j'ai l'impression de voir un chanteur de variété moyen mais qui maîtrise le marketing à mort. C'est-à-dire, comme on dit depuis tout à l'heure, toutes ces interventions, elles sont nickel, et en fait j'ai l'impression que des fois qu'il travaille
la politique comme il sortirait un album. Bien sûr. Et je me dis, s'il arrive à consacrer autant de temps à l'image et tout, je vois pas derrière comment est-ce qu'il peut bosser et tout. Mélanie? Mais en fait, je pense qu'il est jamais vraiment parti, quoi. Ouais. Comme vous le dites, il a toujours fait des petites cartes postales. Moi, j'ai pas l'impression que... Enfin, il n'y a pas vraiment de surprise dans ce Il est retour. toujours dans l'esprit des gens, quoi. Toujours, et il s'arrange toujours pour l'être. Et je pense que les médias l'aident beaucoup. Ouais, bah oui. Mais oui, mais regardez ce qui se passe avec le Paris Saint-Germain. Tous les dimanches ou tous les samedis, Paris gagne. Et tous les dimanches ou tous les samedis, merci Canal+, on a la photo de Sarkozy traversant les vestiaires, super content, et c'est le vainqueur. Ouais. Paris a gagné, Sarko est content, Sarko a gagné. Mais ça s'inscrit dans la tête des gens. Parlons un peu du progrès, parce qu'en fait, il va promettre le progrès, mais au fond, il va faire une politique extrêmement néolibérale. Ah non, je suis pas sûre, parce que je pense pas que Nicolas Sarkozy soit suffisamment idiot pour abattre ses cartes aujourd'hui et nous dire, voyez, regardez ce que je vais faire, et donner tout de suite son jeu à François Hollande pour 2017. Ouais. Non, je pense que l'animal est beaucoup trop malin pour ça. Et surtout, quand il voit ce que l'UMP a décidé, c'est-à-dire, en gros, le sang et les larmes, c'est la retraite à 65 ans, c'est les 39 heures payées 35, en gros, le travailler plus pour gagner autant, voire moins, la dégressivité des allocations chômage. Quand Sarko voit ça, qu'est-ce qu'il pense? Il dit, bon courage au mec qui veut se faire lire là-dessus. Ah oui, d'accord. Parce que le progrès dans une société comme la nôtre, qui est quand même déclinante, je veux dire, l'économie, l'industrie, ça marche pas bien. Le progrès, qu'est-ce que ça veut dire dans ces cas-là? Rien. Bonne question. Je vous dis, je pense que ça fait partie des concepts qui touillent depuis un an. concept. Il réfléchit, c'est Claude Alec qui a soufflé ça. Si demain on lui donne une autre idée, il la prendra aussi. Voilà. Mais aucun président n'est revenu en France. Ouais. Pourtant, Giscard d'Estaing, il avait, lui, lamentablement raté sa sortie avec ce revoir, etc. Mais il a fait quand même des efforts. Il était quand même brillant à cette époque-là et quand même beaucoup pensaient qu'il pourrait revenir. Il n'est pas revenu. Et je crois que c'est très difficile en France, malgré tout, de revenir. Il y a un truc quand même, c'est qu'on est un peu dans la République des avocats. Ça a commencé avec François Mitterrand. Hein. Alors les avocats, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils défendent des causes successives. Ils défendent la cause de leurs clients. Sarkozy, un jour, c'est Jaurès, un jour, c'est Maurras, un jour, c'est le Progrès. En fait, c'est pas vraiment des hommes d'État avec des convictions. C'est des gens qui cherchent le concept marketing qui peut les faire élire. C'est ça l'histoire. Je pense que ça sert, parce que la France aime quand même ce qui est bien dit. Elle aime le verbe. Elle aime le verbe. Elle aime les tribuns. Mais elle sait reconnaître ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et là, il faut quand même reconnaître qu'on ne lui a pas raconté grand-chose de très juste depuis un certain nombre d'années. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h ce soir, Sylvain Favière. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Sylvain Favière, alors que François Hollande a décidé d'envoyer des troupes françaises en Centrafrique, les questions politiques se multiplient. Est-ce bien nécessaire? En avons-nous les moyens? Quel est l'intérêt de la France? Au-delà de ces atermoiements médiatiques, il y a la destruction psychologique de nos soldats. Sylvain, après l'Afghanistan, vous êtes revenu avec une névrose post-traumatique. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais le manque de soutien des citoyens à son armée reste pour vous un souvenir très douloureux. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. J'accueille maintenant Gaspard Proust pour « Elle est pas belle la vie ». Bon joyeux Noël. Enfin, c'est chouette comme fête, quoi. On se rassemble en famille, on boit des coups et on regarde Maman, j'ai raté l'avion 5 sur TF1. C'est... Petit conseil aux enfants qui sont en train de courir autour du sapin. Comme c'est l'année du Qatar, remplacez les souliers par des babouches. Ça va plus... Bon, sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, le monde avance, Mandela est enfin enterré. Sa maladie va enfin pouvoir souffler un peu. Ouais, parce que 6 mois d'aller et venue, à la fin, la grippe aussi, elle est malade, quoi. Enfin, on peut plus, quoi. Politique nationale, la Centrafrique, ça avance. Aux dernières nouvelles, Hollande aurait retrouvé l'avion pour rentrer. Donc c'est chic. En ce moment, il voyage beaucoup. Pauvre petit chat. Pauvre petit chat. À Kourou, sur le site de lancement des fusées Ariane, il s'est senti comme un poisson dans l'eau. C'est normal, c'est une fusée, c'est quoi? C'est un dispositif qui explose au décollage 1 fois sur 2 pour terminer en orbite dans le vide intersidéral. À peu de choses près, le destin d'une loi du gouvernement héros. Alors, le 29 et 30 décembre, il a prévu de se rendre en Arabie Saoudite. Il aime le challenge, ça c'est. Est-ce qu'il va arriver à faire pleuvoir là-bas? Ces trucs. Alors, à propos de nuages, en ce moment, il y en a eu des très sombres, cette polémique sur ce fameux rapport sur l'intégration. Ça fait beaucoup de vagues.
Alors, c'est un merveilleux rapport. On va enfin réécrire l'histoire. C'est chouette. Charles Martel, ce dangereux rétrograde nazi qui s'est battu à l'arme blanche contre les nobles défenseurs de la cantine halal dans les régions au-dessus de la Loire. Ça va être... Alors, il y a une chose, le rapport est très bien écrit. J'ai compilé la langue du rapport qui est d'une beauté. Je cite, « Faire France dans un nous inclusif et solidaire qui permettrait de faire de l'en commun à travers une nouvelle forme d'universalité au bénéfice de tous. » C'est dans le rapport. Non, mais je veux dire, t'écris un truc pareil au bac philo, non seulement t'es recalé, mais en plus on annule ton brevet des collèges, tu vois. Quand Hollande a su pour le rapport, il a dit « Oh, il faut pas effrayer les Français avant les élections. » C'est vrai, ils devraient en profiter parce qu'eux, ils risquent de l'effrayer pendant. Mais ça veut dire un truc, ça veut dire qu'en fait, c'est même pas une tactique pour faire monter le Front National. Non. Le mec, il est sincère. Je pensais qu'on avait un mec qui jouait au con pour enfumer tout le monde, mais en fait, non, c'est Mr Bean, c'est lui, c'est bien lui. Alors, certains disent qu'il devrait remanier. Pourquoi faire? Il y a les meilleurs. Non, c'est vrai. Monarchie, qui n'a aucun rapport. Alors, il est né le divin enfant, fruit de Gad et de Charlotte. On n'a pas encore sa photo, mais on peut d'ores et déjà dire qu'il a l'argent de son père et l'argent de sa mère. International. Les athées humanistes et libres penseurs risquent la peine de mort dans 13 pays. Alors, j'ai regardé la liste des pays. C'est bizarre. Mauritanie, Soudan, Somalie, Iran, Arabie Saoudite, Qatar, Pakistan, Afghanistan. Et je me dis, mais c'est quoi le truc en commun? Ouais. Je suis sûr qu'il y a un truc, mais je vois pas. Peut-être plus tard dans le... Je sais pas. Je trouve pas. Tu vas le trouver. Je vais trouver. Peut-être. Inch'Allah. Cinéma. Il est mort, le plus grand acteur qu'ait porté la Corrèze, Peter O'Toole. Humanisme. Des employés ont perdu leur emploi via SMS. Alors, comme quoi, on fait des progrès, hein. C'est vachement plus humain, ça rappelle les ruptures amoureuses. Divertissement. Alors, on a démantelé un réseau de putes chinoises dans les caves des tours du 13e arrondissement. Des nems à la pute, chez les Chinois, tous semblent rouler dans un endroit sombre et humide. Hein. Amour. Nabila, Zaya et Ribéry sont les personnalités les moins aimées des Français. On n'a pas le droit de stigmatiser toute une famille comme ça. C'est moche. Statistique. Il paraît que 27% des délinquants sont étrangers. Ouf. Montebourg peut être content, ça veut dire que globalement, la délinquance reste un truc made in France. Crime. Un braquage a été commis avec les masques de François Hollande. Oui, c'est vrai que c'est arrivé en déguisé en... C'est sûr que si on peut neutraliser les victimes avec un regard, c'est... En cas de non-efficacité, les braqueurs imitent la voix de Duflo aussi. Là, généralement, ça marche. Sexualité vintage, un homme blessé par un obus de 39,45. Alors, on ne le dit jamais assez, en matière de sextoy, toujours utiliser du matériel neuf. Alors, il y a une bonne nouvelle, mais que j'ose pas faire, parce que je pense que c'est vraiment... Ça pourrait tellement mieux convenir à Stéphane. Donc, je vais si tu veux bien, hein, bien sûr. Je t'en prie, vas-y. Te connaissant. Ah ouais. Oui. Ouais. Bonne nouvelle, Nadine Morano, tête de liste aux Européennes dans le Grand Est. Je ne sais pas vous, mais moi, Stéphane Guillon, j'ai hâte de voter pour elle. Enfin, sauf si le FN propose une alternative plus à droite. Voilà, c'est tout, tu peux y aller. Non, c'est bon. Alors, pas belle la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust. On se voit ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain à 15h sur Canal+, et sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Alors Sylvain Rebonsoir, vous êtes né le 6 mars 1974 à Bourges. Quand vous naissez, votre père est plombier et votre mère auxiliaire de vie. Vous avez 7 ans quand votre père trouve un poste de gardien dans une fabrique d'armement à Bourges. Et c'est là, lors d'une journée porte ouverte, que vous découvrez le monde militaire. Alors là, c'est autre chose que les petits soldats. Hein. Vous voyez des hélicos, des chars d'assaut, des canons anti-aériens, et vous êtes fasciné par tout ça, en fait.
Oui, en plus, quand on est enfant, qu'on peut monter dans une machine de guerre et qu'on joue aux petits soldats dans la cour de récré, c'est comme un petit rêve qui se réalise. Alors après le bac, vous intégrez l'armée, vous suivez une spécialisation dans l'école d'infirmiers des armées, et fin 1996, vous intégrez le 12e régiment d'artillerie en Alsace. La même année, vous épousez Laurence, dont vous reconnaissez les 3 filles. C'est ça. En 1998, vous êtes envoyé en Bosnie, mission maintien de l'ordre, puis la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, enfin, là, ça va. Oui, ce sont des missions de souveraineté nationale, en fait. Mais vous voulez faire plus, et en 2004, vous intégrez les paras, les fameux bérets rouges. Alors là, c'est un événement. Les parachutistes ont cette réputation d'être un peu des soldats d'élite, et j'avais à cœur de servir dans cette spécialité. En 2008, vous partez en Afghanistan, vous allez enfin participer à des échanges de feu. C'est votre rêve, en fait, d'aller au feu. Mon rêve de soldat, c'était secourir sous le feu de l'ennemi. Comme j'étais infirmier dans les armées, je voulais porter secours aux victimes de guerre. Alors, votre baptême de feu ne tarde pas. Un convoi de la coalition est attaqué par des talibans à l'entrée d'un village. Cette fois, c'est la vraie guerre, là. Hein. Il faut faire appel à des actes réflexes du combattant, utiliser son arme pour se sortir d'une mauvaise passe. Là, vous tirez avec votre grosse mitrailleuse et vous dites que l'odeur de la poudre vous enivre. On tire à l'exercice en métropole pour s'entraîner. Et dans la réalité, quand j'ai senti que ma vie était en danger, l'odeur de la poudre m'a rassuré en quelque sorte, en fait. Me dire, je peux me défendre. Surtout que je servais à ce moment-là une grosse mitrailleuse de 12-7. Alors, au bout de quelques minutes, un soldat de l'armée afghane, dont vous assurez le mentoring, comme on dit, est touché. Et en tant qu'infirmier, vous descendez du blindé pour aller lui porter secours, stopper l'hémorragie avec un garrot, faire une injection de morphine. Tous ces gestes si souvent répétés à l'entraînement, vous les effectuez sous les balles. Là, vous sentez de l'adrénaline. Hein. Oui, on est porté par l'adrénaline. Il y a 40 kilos sur le dos, on ne les sent même pas. Mais vous savez que l'adrénaline du combat a des conséquences sur l'organisme. Votre potentiel nerf s'amenuise et à chaque fois, ça tape dans les réserves. À force de subir plein de formes d'agression, eh ben, on crame ses nerfs. Ils ne se reconstruisent pas de suite. Alors les talibans savent ça, l'importance du potentiel nerf, et toutes les nuits, ils procèdent à des tirs de harcèlement. Au début, vous croyez qu'ils vous attaquent, et en fait, au bout d'un moment, vous réalisez que c'est juste pour vous énerver. Oui, au premier tir de Kalachnikov, la première nuit, c'est branle-bas de combat, tout le monde se met en position, prêt à riposter, sauf qu'au bout de 2 heures, il ne se passe plus rien d'autre. Donc à force, un tir dans la nuit, on reste couché sur le lit de toile et ça passe. Alors, autre source de stress, c'est les bombes sur les routes que les talibans posent et qu'ils font exploser à distance avec un téléphone portable. Moi, c'est ce qui m'a marqué le plus sur ce territoire. C'est l'impossibilité pour le soldat, français en tout cas, de riposter à une attaque soudaine. On ne sait même pas où se trouve l'ennemi. Parfois, il est jusqu'à 2 km. Donc, c'est impossible à détecter. Et le pire, c'est qu'ils en posent une souvent sur la deuxième voie. Donc, quand vous évitez un cratère de bombe, en fait, vous pouvez rouler sur une autre bombe. Surtout qu'on sait qu'il y en a un d'installé, sauf qu'il faut des équipes spécialisées pour les enlever, mais ça prend beaucoup de temps, il y en a partout en Afghanistan, donc on passe sur la mine en espérant qu'elle n'explose pas à notre passage. Alors un jour, un attentat de ce type frappe un convoi de la Légion étrangère que vous venez de dépasser. Vous avez la rage, en fait. Vous dites, j'ai envie d'être face à face avec ce taliban, quoi. Parce que ça aurait pu être vous. Oui, ça aurait été dans notre convoi. Peut-être pas mon véhicule, mais celui de devant, celui de derrière. Mais c'est vrai qu'on a envie de riposter réellement. Et là, derrière vos lunettes noires, vous avez les larmes aux yeux, quoi. Oui, je m'assois dans le véhicule et les larmes montent et je me demande, mais qu'est-ce que je fais ici, si loin de mon épouse, de mes filles, de mes amis, mes parents, mon frère. Et vous pleurez. Mais je pleure, je crois, 1 minute. Et après, le convoi repart et je reprends la position de surveillance sur le blindé et c'est reparti pour 3 mois. Vous finissez par rentrer en France. Vous débarquez chez vous en pleine nuit. Votre femme est toujours aussi belle? Toujours, oui. Malheureusement, la suite n'est pas celle que vous aviez imaginée. Les Français, quand ils ne sont pas carrément contre,
ils se foutent complètement de l'intervention française en Afghanistan, quoi. C'est mon épouse qui m'en avait parlé la première. Pendant que j'étais en Afghanistan, il y avait des amis ou des gens qu'elle considérait comme des amis au café qui lui disaient « Mais ton mari, qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Il n'a rien à faire là-bas. » Ouais. Ça ne les intéresse pas. Ils ne comprennent pas qu'en fait, vous êtes là-bas pour éviter la multiplication des camps d'entraînement terroristes qui ne manqueront pas d'envoyer des terroristes en Europe occidentale. Oui, je pense qu'il y avait une partie de nos concitoyens qui ne réalisaient pas que les intérêts de la France ou la sécurité de la France se jouaient en partie en Afghanistan. Eux, ils voient que l'aspect financier, un soldat en opération, ça coûte cher. En fait, les Français, ils aiment bien les militaires quand c'est pour ramasser les poubelles pendant les grèves, quand c'est pour dépolluer les plages après une catastrophe pétrolière ou quand c'est pour tronçonner des arbres après une tempête. C'est pas entièrement de leur faute. On a quelques médias aussi qui ne relaient pas l'information peut-être correctement, notamment quand un soldat français meurt, que ça passe en bandeau et qu'on n'en fait pas cas, alors qu'on fait cas des vedettes du sport qui ont des états d'âme pendant des coupes du monde ou je ne sais quoi. C'est ralent. Voilà, c'est un peu ralent. Vous risquez votre vie pour la France. Voilà, c'est ça. Alors vous dites, je m'énervais intérieurement, j'avais risqué ma vie pour la liberté de chacun et il n'en avait même pas conscience en fait. Non, quand on rentre, le soldat français, il est transparent. Moi, dans mon village, j'étais connu, mais on ne m'a pas réellement demandé. Alors, est-ce que c'était bien ? Est-ce que tu nous as aidés ? On vous a même pas félicité ? Non, dans mon village, je ne me rappelle pas avoir été félicité, non. Alors là, assez rapidement, vous commencez à vous isoler, vous passez votre temps devant la télé, vous allez au cinéma tout seul, vous parlez à personne, en fait. Au fond de vous-même, vous continuez à penser et à vivre Afghanistan, et tout vous revient, les paysages, les nuits étoilées, les chemins de poussière, la chaleur, les odeurs des blindés, les galères, la fatigue, et les rires avec les copains. Oui, en fait, pendant presque un an, vous vivez Afghanistan, vous pensez Afghanistan, donc quand vous revenez, il n'y a pas d'autre référence, donc vous raccrochez qu'à ça, parce que vous connaissez que ça. Et comme vous êtes le seul à avoir vécu ça, vous vous retrouvez tout seul. Et voilà. Surtout si les gens ne veulent pas partager avec vous, en plus. Oui, en plus, c'est pas leur faute. C'est difficile de leur raconter, c'est un peu technique, ils ne comprennent pas, ça n'intéresse pas les gens réellement. Et puis, les symptômes de stress post-traumatique deviennent de plus en plus concrets. Alors, les deux filles de votre femme, en fait, parce que la troisième est grande, elle est partie, elles vous énervent. Parce que vous, évidemment, vous êtes pour la rigueur. Et puis bon, les gamines, elles font tout dans tous les sens, quoi. Oui. Je m'imposais une telle rigueur en mission pour la survie du groupe, et la mienne, que quand ma fille fait tomber une fourchette à table, mais je lui défonce la tête verbalement en lui disant « mais t'es pas capable de tenir une fourchette ». C'est ça, vous devenez blessant. Ouais, très. Et là où votre épouse a été assez magnifique, d'ailleurs, c'est qu'elle s'adapte à vos changements d'humeur, parce que vous pouvez passer de la colère noire à la jovialité en une heure. Et donc l'épouse, elle prend de plein fouet toutes les sautes d'humeur. Même quand il y a des proches qui viennent passer un petit séjour à la maison, vous n'avez pas envie de les voir, quoi. Non, ma fille aînée vient avec son ami. Ils prennent mon canapé, ma télécommande. C'est ma propriété, j'ai besoin d'exister, en fait. Vous pleurez pour en rien, souvent. Vous êtes très émotif. Une série toute plate, une moindre larme à la télé, et moi, ce sont des sanglots qui montent. Alors, une nuit, une balle de Kalachnikov vous frappe en pleine poitrine, et puis vous vous réveillez comme ça, vous êtes assis sur le lit avec le cœur qui est prêt à exploser, quoi. La nuit, je reste là-bas, en fait. Je reste en Afghanistan. Alors, vous êtes victime donc, de cette névrose post-traumatique, mais vous refusez de l'admettre. Il y a un côté un peu macho chez les soldats, heureusement d'ailleurs. Et là, d'un seul coup, admettre que vous êtes malade, ça vous fait flipper. Oui, je suis dans le déni, en fait, à ce moment-là. Je suis infirmier, je connais les symptômes, mais je n'arrive pas à me les associer ou à me les donner à moi-même. Alors, vous finirez par prendre conscience que vous n'êtes pas malade, mais blessé, et que vous avez une plaie ouverte, en fait, et qu'il faudra le temps qu'elle se cicatrise. Dans ma tête, quand je suis allé voir le médecin psychiatre la première fois, je me suis dit, ça y est, je suis fou. Et c'est lui qui m'a fait réaliser que j'avais une blessure, en fait. Alors aujourd'hui encore, une émotion peut provoquer une larme. Je vous rassure, c'est pas grave. Vous réagissez quand les portes claquent, quand il y a un feu d'artifice. Enfin, vous êtes resté très sensible à tout ça, quand même. Oui, j'apprends à vivre avec. Donc je suis un nouveau Sylvain Favière aujourd'hui. En fait, la conclusion de tout ça, c'est ce qui est le plus dur pour vous, au-delà des combats, évidemment, et du fait de risquer sa vie sur les bombes des talibans, c'est de ne pas être soutenu par les gens, par les Français,
dans le combat que vous menez pour la liberté. Oui, je me rappelle les propos d'une épouse de militaire qui avait dit au ministre de la Défense « Nos soldats, ils partent la nuit, ils reviennent la nuit, on n'en entend jamais parler. » Alors qu'aux États-Unis, il y a des chaînes dédiées pour les soldats. Ouais, ce sont des héros. Ouais. En France, il y a le défilé du 14 juillet qui est très très bien, heureusement qu'on a encore ça, mais ce n'est pas la vie du soldat de tous les jours. Vous pensez que c'est dû à quoi, le fait que la France n'aime plus son armée? Peut-être l'arrêt du service national. Le fait qu'on ait perdu toutes les guerres depuis 1940 aussi. Il paraît qu'on n'en a pas gagné beaucoup, non? Pas beaucoup. Merci de votre témoignage. Merci à vous. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir avec Mélanie Douté, jamais le premier soir, en salle le 1er janvier, Jean Lassalle, député modem des Pyrénées-Atlantiques, Stéphane Guillon, Les âmes de papier, ça sort mercredi, bravo. Orelsan et Gringe sont Les Casseurs Flotters, l'album est dans les bacs. Merci d'avoir été avec nous. Nathalie Chuc du Parisien, Sylvain Favière, merci de votre témoignage. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Groland. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko et Gaspard Proust. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.